Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est quoi ces congrès, en fait ? C'est une façon justement de s'unir. C'est le lieu où, physiquement, concrètement, on a créé l'union. En fait. Exactement. C'est les congrès continentaux, donc surtout le second, hein, oui. À partir de mai 75. Il faut bien comprendre que les congrès... Alors, il y a deux choses qui sont importantes à dire. Le premier, c'est que des congrès, il y en a eu avant. Oui. Il y a eu un congrès à Albanie dans les années 1750, donc pendant la guerre de 7 ans, qui avait été convoqué par Londres, d'ailleurs, pour que les colonies s'unissent contre les Français. Ensuite, vous avez un congrès en 1765 à New York, qui s'appelle le Stamp Act Congress. Donc, c'est un congrès pour, d'ailleurs ils ne sont pas à 13 encore, pour décider de quoi faire vis-à-vis de cette loi sur le timbre. Et donc en 1974 apparaît un nouveau congrès, mais là les choses sont un peu différentes, c'est en 12 et surtout ils décident, point primordial, ils décident de se réunir à nouveau si la crise n'est pas résolue. Donc en 1974 on sent que ce congrès peut perdurer en fait. Et effectivement, il se réunit en 75, c'est à peu près le même qu'en 74. Et alors, effectivement, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire le congrès, c'est la vitrine de l'union. Alors, le terme congrès, effectivement, c'est dans le dictionnaire de Samuel Johnson, qui est le dictionnaire anglais de l'époque, une édition en 55, une édition en 75. Pour congrès, c'est une réunion d'ambassadeurs. Oui. Donc, pour les gens à l'époque, ça veut dire ça. Donc, ce n'est pas une assemblée législative. Parce que chaque colonie a son assemblée, qui d'ailleurs, au moment de la Révolution, va s'appeler un congrès provincial, en fait, dans chaque colonie, et qui va être l'ancienne assemblée purgée des loyalistes, en fait. Et donc, ce congrès continental, c'est pour ça qu'il s'appelle continental, pour l'opposer à ceux des colonies, c'est effectivement, au début, c'est des représentants des colonies qui vont discuter ensemble, comme ils l'ont fait déjà plusieurs fois depuis les années 60, sur qu'est-ce qu'on peut décider ensemble. C'est un système de coordination. Mais c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire ça va être le ciment de l'union, parce que ces délégués vont se voir physiquement. Il faut bien penser que quelqu'un qui est en Caroline du Sud n'a jamais vu quelqu'un du Massachusetts et n'avait d'ailleurs aucune raison de le voir, ou alors il se serait rencontré par hasard à Londres. Et parce qu'il y a peu de rapports entre les colonies, sauf celles qui sont frontalières. Et donc... alors ça, c'est difficile à saisir. Qu'est-ce que pensait quelqu'un du Massachusetts avec cet héritage puritain vis-à-vis d'un anglican de Virginie ou de Caroline du Sud, un planteur, donc c'est un marchand ou un juriste comme Adams, avec un planteur comme Jefferson. Voilà, ils ont peu de choses en commun, sauf qu'ils sont britanniques et américains, mais qu'est-ce que ça signifie, américain ? Effectivement, c'est une des questions qui se poseront d'ailleurs, justement. Et Benjamin Franklin, quand on parle de lui, ça reste un fidèle, en fait, à l'Empire au départ. Alors Franklin, il a une position tout à fait différente vis-à-vis des autres délégués, parce que plusieurs choses le différencient des autres. La première, c'est que lui, il est passé d'une colonie à une autre, ce qui est rare, parce qu'il est né à Boston et il est devenu connu à Philadelphie. Il a 16 ans, en fait, quand il arrive à Philadelphie. En plus, c'est une colonie avec cet héritage puritain, le Massachusetts. Il va dans une colonie, la Pennsylvanie, avec un héritage Quaker. Et on peut pas imaginer deux courants du protestantisme plus différents. Les rigoristes puritains face aux Quakers qui ont des idées plutôt avancées pour l'époque, comme l'égalité homme-femme, pas de pasteur, ils sont pour la paix, c'est des pacifistes. Et ils sont très marginalisés en Angleterre, mais ils contrôlent le pouvoir. En tout cas, quand Franklin arrive dans les années 1720 en Pennsylvanie, ils contrôlent l'Assemblée. Alors, donc, parce que, pour expliquer, William Penn était un Quaker qui avait fondé donc, la Pennsylvanie, pour en faire un refuge pour tous les protestants, mais surtout pour les Quakers. Et donc, Franklin, donc ça le différencie. La deuxième chose, c'est que c'est un artisan. Son père était fabricant de chandelles, donc très pauvre. En plus, il doit avoir 15 ou 16 frères et sœurs. Donc en fait, il est parmi les plus jeunes. Donc c'est vraiment... et c'est pour ça qu'au 19e siècle, on va ressortir Franklin comme le self-made man. Ça va devenir un siècle plus tard, on va ressortir ses mémoires
son autobiographie pour justement montrer quelqu'un qui est parti de rien et qui est devenu riche et célèbre. Mais à Philadelphie, il va commencer par être simplement imprimeur, et puis ensuite il va fonder une société savante, il va fonder une compagnie d'assurance, il va fonder des journaux, etc. Donc il va être élu membre de l'Assemblée de Pennsylvanie. Donc il va briller par son énergie et son génie. Et l'autre chose qui le différencie par rapport aux autres membres du Congrès, c'est que lui, il passe la plupart du temps en Europe. Parce qu'il est en Europe dans les années 60, et il rentre qu'en 1775. Il rentre, il vote l'indépendance, il participe à la rédaction de la Déclaration d'indépendance, et ensuite il retourne en Europe, envoyé en France, et il y reste jusqu'en 85. Donc en fait, une grande partie la plus grande partie de la crise impériale et de la Révolution, il la passe en Europe. C'est ça, ouais. Il ne l'a pas vu sur le terrain. Ouais, c'est effectivement très drôle. Alors ce qu'on oublie souvent de dire, et qu'on voit bien encore une fois dans vos livres, c'est qu'il y a tout le monde n'est pas radical. Il y a des modérés et il y a des radicaux, et je tape pas dessus, mais enfin... les discussions sont très importantes. Tout à fait. C'est même absolument passionnant d'ailleurs. Oui. Si on veut comprendre les États-Unis, même aujourd'hui encore, il faut lire ça, quoi. Oui, merci. Oui, tout à fait, parce que quand vous regardez le Congrès, au début, vous avez donc ces modérés qui dominent, et puis ensuite, vous avez ce qu'on pourrait appeler les partisans de la séparation ou indépendantistes. Et puis, alors, il faut bien comprendre aussi que les délégués au Congrès ne peuvent rien voter sans l'accord de leurs assemblées. Ou de leur colonie, si on veut. Donc, en fait, et c'est ce qui va retarder le vote de la Déclaration d'indépendance, parce que peut-être, on peut imaginer qu'elle aurait pu être votée en juin. Bon, ça sera que le 4 juillet, et encore, il manquera New York, parce il manquait 3 colonies, en fait, le Maryland, la Pennsylvanie et New York, et finalement, elle va être votée le 2 juillet. Et le New York rejoindra les autres, en fait, plus tard. Et c'est pour ça que dans les premières versions de la déclaration, ce n'est pas noté Unanimous Declaration, parce que justement, elle n'est pas encore unanime. Et donc, ces colonies qui deviennent des États, parce qu'il ne faut pas oublier aussi au fait que dans les années en 76 et 77, mais surtout en 76, les colonies, elles deviennent des républiques. Oui. Donc, vous avez la République de Pennsylvanie, la République de Virginie. Donc, c'est aussi, moi, c'est ce que j'appelle dans mon livre, c'est un laboratoire institutionnel ou un laboratoire constitutionnel, l'Amérique pour ça. Et effectivement, au Congrès, vous avez au début John Dickinson qui a été oublié par l'histoire parce que John Dickinson, lui, il n'a pas voté pour l'indépendance. Il pensait que c'était trop, justement, comme on disait tout à l'heure, il pensait que c'était trop risqué. Il fallait d'abord s'assurer de l'appui de la France et unir les colonies de manière constitutionnelle avant de déclarer l'indépendance. Et donc les modérés, jusqu'à mars-avril, ils dominent le Congrès. Je pense à un autre très connu dans l'histoire états-unienne, c'est John Jay, qui venait de New York. Lui, en janvier 1976, il rédige une note pour prouver que le Congrès ne cherche pas à être indépendant. On est en janvier 1976. Et donc, vous avez ces débats, et petit à petit, du fait de la violence rhétorique et la violence législative des Britanniques, il faut bien comprendre que le roi George III est très intransigeant avec les colons. Il ne croit pas à leur honnêteté. Il prononce 2 discours, un en août 75, un autre en octobre 75. Donc en août 75, il déclare les colonies en rébellion ouverte, open rebellion, il dit. Et en octobre 75, il déclare que les colons veulent être indépendants. Veulent être indépendants. Donc en fait, pour eux, ils ne croient pas du tout qu'ils sont pour... Et ils se trompent. Et donc ça va pousser le camp indépendantiste. Donc il y a quand même on peut peut-être pas parler d'erreur, bien sûr, mais il y a une intransigeance du côté britannique et une méconnaissance, de la situation, malgré toutes les informations qu'ils reçoivent. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Britanniques ne veulent pas négocier. Comme s'ils fermaient progressivement toutes les portes. Voilà. Pour eux, c'est une rébellion et il faut la réprimer. Ouais, c'est très continental européen, en fait. Finalement, c'est étonnant. Comment naît une nation ? C'est une vraie question, ça, les points clés, parce que ça aurait pu partir, effectivement, chaque république aurait pu prendre son baluchon et terminer, et il n'y aurait jamais eu d'États-Unis. Tout à fait. Et pour moi, comme c'est une période un peu ancienne dans l'histoire des États-Unis, donc il faut être prudent, il faut regarder dans le détail. Et effectivement, d'abord,
avant 1776, la grande peur du Congrès, c'est que les colonies signent une paix séparée, en fait, c'est ça. avec la Grande-Bretagne. Et ça survient presque, en fait, parce qu'il y a cette scène en novembre 75 où l'Assemblée du New Jersey veut écrire une pétition séparée pour le roi. Et pour dire que finalement, le New Jersey n'est pas pour l'indépendance et souhaite rester dans l'Empire et voudrait effectivement trouver une solution avec le roi, juste pour eux. En fait. Il y a toujours des collabos. et en fait, le Congrès, c'est la panique au Congrès. Et il y a trois membres du Congrès, dont John Dickinson, qui est perçu alors comme le grand orateur du Congrès. Par chance, le New Jersey est frontalier à la Pennsylvanie, donc ils peuvent y aller. Ces 3 membres du Congrès peuvent y aller à cheval rapidement. Et il fait un grand discours. Dickinson fait un grand discours dans l'Assemblée du New Jersey. Et finalement, ils y renoncent. Ça montre vraiment que c'était la peur du Congrès, c'était justement que les colonies négocient séparément. Plus tard, une fois que... alors, il faut bien penser que la guerre va unir les colonies, bien sûr. Même si au tout début, certaines colonies qui deviennent des États ont leur propre marine et décident d'envoyer leurs navires là où ils souhaitent. Pendant la guerre, le Congrès va dire, par exemple, va envoyer un message à la Virginie, on a besoin de tant de régiments de miliciens que vous devez envoyer au Massachusetts pour aider Washington, et l'armée continentale. Et les colonies vont lever des régiments plus ou moins, en fait, selon leurs possibilités et leurs souhaits, parce que certaines colonies veulent garder des troupes pour les protéger. Parce qu'il faut bien comprendre on parle bien sûr d'histoire politique et du Congrès, où tout est calme, mais dans les colonies en 75, c'est le chaos. Oui, bien sûr. Parce que dans le sud, vous pouvez avoir des rébellions d'esclaves, en général, les gouverneurs se réfugient dans sur des navires de la marine britannique, et avec les loyalistes. Et donc, il y a une vacuité du pouvoir, en fait. Et c'est le chaos, c'est la guerre. Mais bien sûr. C'est la guerre, c'est la révolution, c'est l'insurrection. Vous avez en Caroline du Sud, vous allez avoir des luttes très violentes entre les loyalistes et les patriotes, donc pour ou contre l'indépendance. Et donc, quand tout ceci est fini en 83 et que les États-Unis sont reconnus, ils ont donc ces articles de la Confédération. Donc, ils forment une confédération de 13 républiques souveraines. C'est ça. C'est précisé dans le texte. Et c'est ce qui va faire que ce système va échouer, parce que petit à petit, ces républiques ou ces États vont donner de moins en moins d'argent au Congrès, et puis le Congrès va perdre de son influence, en fait, progressivement. Et finalement, comme on sait, en 87, il y aura cette nouvelle constitution qui, là, va créer une nation.